m'appelle Alix, je suis ingénieur en informatique. Quelques-uns d'entre vous me connaissent, pas tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de blockchain. C'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de parler autour de moi. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que vous n'étiez pas nombreux à savoir ce que c'est. Donc la blockchain, si ça ne parle pas à certains d'entre vous, je vais peut-être vous donner un autre mot-clé qui sonne dans votre tête, c'est Bitcoin. Voilà. Et j'entends des petits soupirs qui identifient bien l'a priori que vous pouvez avoir dessus. Donc aujourd'hui, on a entendu parler de blockchain et de Bitcoin énormément au cours des dernières années. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps. Et j'ai pu voir fleurir dans la presse généralisée des titres comme donc, dans la tribune Blockchain, l'invention la plus importante depuis Internet. Le magazine Pour la Science qui titre Bitcoin et Blockchain, comment les crypto-monnaies changent le monde. On a encore The Economist qui titre La machine à confiance, comment la technologie derrière le Bitcoin pourrait changer le monde. Et enfin le magazine Challenge qui titre Bitcoin et Blockchain, où est la supercherie, où est la révolution. Alors moi c'est un peu justement à ces deux questions aujourd'hui que j'ai envie de m'intéresser, où est la supercherie, où est la révolution. Et donc on va tâcher d'y répondre. D'abord en faisant une petite introduction sur ce qu'est la blockchain, ce qu'est Bitcoin, comment elle fonctionne, pour quelle consommation énergétique, et enfin quels usages on peut en avoir, et je terminerai donc par une conclusion et une séance de questions-réponses. Au niveau des questions-réponses, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, je vous invite pendant la présentation à ne pas hésiter à m'interrompre si ça empêche votre compréhension pour la suite de la présentation. Autrement, voilà, on aura du temps à la fin. Alors, introduction. La définition que donne Wikipédia de la blockchain, c'est donc une blockchain ou chaîne de blocs est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. Alors on peut dresser dès maintenant une analogie avec Internet qui nous permet de communiquer et d'échanger des informations sans que l'on ait besoin de passer par des intermédiaires sur une architecture décentralisée. Alors vous allez me demander, très bien, mais donc c'est quoi la différence entre Internet et blockchain? Eh bien c'est à peu près la même chose. Lorsque l'on envoie un document sur Internet, lorsque je vous envoie un email, une photo, une vidéo, n'importe quoi, la blockchain permet également de le faire, sauf que lorsque je vous envoie un email en fait, ou une photo, ce que je vous envoie c'est une copie de cette photo. Je garde toujours un accès à ma propre copie, et donc ça c'est un problème pour tout ce qui a une notion de valeur, une notion de rareté, et en fait la blockchain c'est ce que permet la blockchain, c'est de certifier de l'unicité numérique. Et c'est très important, c'est quelque chose qu'on était incapable de faire avant l'apparition de cette technologie. Alors un exemple pour ça, que je vais vous donner maintenant, c'est le cas de l'argent, le cas d'un virement bancaire. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire un virement à quelqu'un, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vous contactez votre banque qui va vérifier que vous avez bien les sous sur votre compte bancaire. Si c'est bien le cas, elle va prendre contact avec la banque de votre ami à qui vous voulez envoyer de l'argent. Elle va lui verser et ensuite, quelques jours plus tard, votre ami dira « Ok, j'ai bien réceptionné votre argent. » Donc Bitcoin, c'est la première. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est la première application de la blockchain et ça a été créé en 2008. 2008, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'année où on a une énorme crise financière, où on a une perte de confiance dans les banques une nouvelle fois. On a vraiment une perte de confiance dans les acteurs institutionnels qui s'aggrave. Et donc Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui permet donc cet échange et le transfert de valeur sur Internet sans que l'on ait besoin de passer par les banques, sans qu'on ait besoin de passer par un intermédiaire de confiance, un tiers de confiance, et qui permet de s'envoyer de l'argent directement de pair à pair. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme ça. Tout d'abord, on se met d'accord sur une transaction.
Ensuite, grâce à la blockchain, on encrypte la transaction et on la valide. Ensuite, on inscrit et on la verrouille dans le dernier bloc de la blockchain. Et enfin, on réplique la blockchain sur tous les nœuds du réseau. Alors, je suis sûr que ça ne vous parle absolument pas, cette petite infographie qui est tirée de comprendre la blockchain. Donc, je vais vous la faire un peu à ma sauce. Vous vous imaginez un cahier, en fait. Vous vous imaginez un cahier dans lequel vous inscrivez des transactions. Marie envoie à Pierre un glop, Julien envoie à Nicolas 2 glops, Nathalie envoie à Eric 3 glops, etc. C'est un livre ouvert dans lequel vous écrivez des transactions. Ce cahier, il a la particularité d'être répliqué partout. Il est ouvert à tous, n'importe qui peut écrire dedans, et on le distribue partout par Internet, n'importe qui y a accès, n'importe qui peut écrire dedans. Alors, si n'importe qui peut écrire dedans, et s'il est ouvert à tous, dans ce cas-là, c'est quoi le bazar? Comment on s'en sort? Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui essaie d'envoyer de l'argent qu'il n'a pas? Comment on fait pour simplement avoir un registre qui a une valeur à un instant donné? Et bien, le principe de la blockchain, c'est que plutôt de valider transaction par transaction que leur intégrité, on va le faire page par page. Chacun, dans son coin, va inscrire les transactions qui ont été soumises sur Internet et va remplir des pages. Et une fois qu'on a rempli à intervalles réguliers, une fois qu'on a rempli une page, on va la soumettre à tous les autres nœuds du réseau et on va essayer de se mettre d'accord pour valider quelle page on rajoute au cahier. Donc vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la blockchain. Et bien simplement, la blockchain, c'est exactement ça. Votre page, c'est un bloc et la chaîne, c'est la reliure. Voilà. C'est une chaîne de blocs qui relie des transactions au fur et à mesure. Ce qui est important, donc le principe de la blockchain, c'est uniquement ça. C'est assez simple, c'est assez couillon. Et le point important, c'est d'arriver à se mettre d'accord par consensus. Voilà. Donc peut-être que vous allez vous demander maintenant pourquoi. Ok, le principe, il est simple. Oui. En fait, c'est un registre ouvert des transactions. Oui. Au niveau mondial, ok. Et aujourd'hui, ce registre, il n'est pas ouvert, c'est ça? Si, ce registre, il est ouvert aujourd'hui. Tu sais pas qui a envoyé à qui, en gros. Enfin, où c'est crypté, c'est ça? Exactement. Et le consensus, il porte sur l'effectivité des transactions. C'est-à-dire ça c'est vraiment réalisé, donc on valide. Alors, le consensus, c'est se mettre d'accord sur quelles transactions on va rajouter dans le cahier, parce que n'importe qui a écrit dedans. Et donc le consensus, on va vérifier effectivement que vous n'avez pas rajouté n'importe quoi, que ça a une logique avec les transactions qui ont été écrites derrière. Donc ce cahier, il contient l'ensemble de l'historique des transactions qui ont été créées depuis l'apparition de la blockchain en question. Donc si on parle de Bitcoin, c'est l'ensemble des transactions en Bitcoin qui ont été réalisées. Et la blockchain, c'est la technologie derrière Bitcoin. Bitcoin, c'est juste une application. Vous voyez ? Et du coup, tu parlais d'unicité de l'information tout à l'heure. En fait, donc, dans ce cahier, chaque glop, il a un numéro, et c'est genre, j'ai donné le glop numéro 24 à telle personne, et du coup, il y a une traçabilité des transactions. Pas exactement. C'est juste une valeur globale. C'est pas exactement. Quand on parle d'unicité numérique, c'est chaque transaction, elle est unique, et donc le fait qu'elle soit toute tracée nous permet de remonter à la valeur originelle. Mais effectivement, on peut partir sur un raccourci comme quoi, comme un billet où vous avez un numéro de série dessus qui est unique, on peut partir du même principe pour la blockchain, mais c'est pas exactement ça. Oui. Juste par rapport au consensus, en fait, j'ai un peu l'impression que les utilisateurs de ce registre ne se connaissent pas forcément. Oui, mais je vais en parler juste après du consensus. Donc voilà, le principe de la blockchain, c'est uniquement ça, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur l'état d'un registre à un instant donné, par consensus. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est aussi couillon que ça, et en soi, ça consomme pas, ça a une consommation énergétique qui est uniquement due à ce principe de consensus que l'on va voir maintenant.
Donc, Bitcoin, pour reparler de lui, dans son implémentation de la blockchain, il obtient le consensus de tous ses utilisateurs par ce qu'on appelle la preuve de travail. Cependant, on peut trouver un consensus par des manières alternatives que l'on va voir après. Donc si on s'intéresse d'abord à la preuve de travail, qu'est-ce que c'est le consensus? C'est que tous les utilisateurs, tous ceux qui essayent d'écrire dans le cahier, dans le registre de la blockchain, tous les utilisateurs doivent résoudre un problème mathématique. Et la résolution de ce problème mathématique, en fait, il ne peut se faire que par essai-erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas simplement dérouler mon problème et trouver la solution. C'est que je dois essayer plein de fois des solutions différentes jusqu'à ce que j'en obtienne une qui satisfasse à mon problème. Et c'est ce qu'on appelle le minage. Et c'est ce qui consomme énormément de ressources parce qu'on essaye des milliards de solutions à la fois. Et également, c'est le premier qui arrive à résoudre le problème qui obtient la récompense. Donc c'est une incitation, c'est une compétition. On incite tout le monde à participer à la compétition pour obtenir une récompense à la fin. Sauf que toute l'énergie déployée là-dedans, une seule personne en fait va en retirer une récompense qui sera très rentable pour lui. Donc cet algorithme de consensus, il est par essence énergivore. On espère être le premier pour résoudre le problème mathématique. Et donc on investit beaucoup d'énergie pour espérer en retirer quelque chose. Donc c'est dans l'essence même de cet algorithme que de consommer de l'énergie. On investit de l'énergie et donc par ce biais-là, on va dissuader les utilisateurs d'essayer de compromettre la blockchain parce on se sera investi dedans de manière énergétique et donc ce ne sera pas dans notre intérêt de corrompre le réseau. C'est pourquoi c'est un algorithme qui est complètement inadapté en fait aux enjeux de la blockchain et on va voir qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Alors juste avant, il y a... Oui. Est-ce que le lien avec le consensus, c'est que le problème mathématique, c'est un problème de consensus, ou est-ce que c'est lié à celui qui résout, c'est celui qui a le droit d'inscrire dans le registre? Alors en fait, donc, comment ça se passe plus exactement le consensus? On s'est mis d'accord sur le fonctionnement de l'algorithme. Chacun a écrit dans les pages de son cahier et a sélectionné les transactions que l'on avait soumises dans une piscine de transactions. On en sélectionne quelques-unes, on l'inscrit et on dit voilà, ce sont celles-là que j'ai envie de rajouter à la page suivante du cahier. Cet algorithme-là, il va sélectionner un utilisateur donc qui aura résolu le problème mathématique et dire oui, on se met d'accord pour au final ajouter ta page du cahier à la suite de la blockchain. Le problème mathématique, en fait, c'est donc la page. Si vous voulez, à la fin, je pourrais vous détailler un peu plus l'algorithme de preuve de travail, comment son type de fonctionnement, mais globalement, c'est un ensemble de transactions. On les signe, on obtient un bloc, on signe ce bloc et cette signature qui est unique, on va essayer de la faire correspondre à une cible. J'ai une slide sur ça que j'avais pas prévu de présenter, mais que je pourrais peut-être vous présenter dans ce cas-là après. C'est celui qui a résolu ce problème qui gagne ce droit d'inscrire dans le registre. Voilà, exactement. Il gagne le droit d'inscrire dans le registre. Après, il sélectionne des transactions qui vont être rajoutées et qui ont l'approbation de tous les autres utilisateurs du réseau parce qu'ils ne compromettent pas l'historique des transactions. En gros, ce problème mathématique, il est très difficile à résoudre, mais par contre, il est ultra facile à vérifier. Voilà. Alors donc, pour quelle consommation énergétique, comme vous avez certainement vu, et c'est pour ça que j'ai entendu quelques ricanements au départ, voilà, le monde qui titrait le Bitcoin, gouffre énergétique et péril climatique. Deux études avancent que la généralisation de cette monnaie virtuelle conduirait la planète à dépasser le seuil fatidique des 2 degrés de réchauffement en 2 décennies. Alors évidemment, c'est quelque chose qui nous embête très fortement.
Effectivement, lorsqu'on s'intéresse à sa consommation, donc j'ai titré consommation énergétique, mais là on va s'intéresser que à la consommation électrique directe. Aujourd'hui, Bitcoin, ça se situe entre l'équivalent des Philippines ou de la Belgique en termes de consommation annualisée. Évidemment, c'est colossal, c'est titanesque et c'est une consommation complètement délirante. J'ai pas d'idée d'ordre de grandeur. Là, c'est la consommation électrique des pays ou c'est la consommation, c'est la consommation totale? La consommation électrique. Ok. Bitcoin, que l'électricité. Voilà. Ouais. Donc quelques alternatives à la preuve de travail qui sont bien mieux en fait, qui sont bien plus adaptées à l'obtention d'un consensus et dont leur efficience est sans commune mesure. Donc je vous en ai cité 3. Il y en a d'autres. Qui ont déjà en fait été implémentés par d'autres applications de la blockchain. Donc on a la preuve d'enjeu, où au lieu d'inciter les contributeurs à ne pas compromettre la blockchain en regardant l'énergie qu'ils ont investie, et bien on va tout simplement trouver un autre moyen. Simplement, par exemple, leur implication leur propre intérêt à ne pas la casser. On a le Byzantine Reliable Broadcast qui lui est une approche minimaliste. Dans la preuve de travail, on part du principe que tout le monde est coupable, tout le monde est un fraudeur potentiel et on va vérifier à chaque fois que quelqu'un soumet une page que effectivement il est pas coupable, il est innocent. Dans ce système-là, on va partir du principe inverse. Le principe qu'on est habitué dans le droit français, c'est que tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'en fait on en démontre un qui est coupable. Donc c'est une approche minimaliste qui diminue par un facteur presque infini la consommation de l'algorithme de consensus. On a enfin Algorand qui est une approche un peu pareille, toujours sur une approche démocratique, sur le fonctionnement. C'est parmi tous ceux qui contribuent au réseau, plutôt que de tous les faire travailler, en fait on va en sélectionner une partie au hasard et on va leur dire on vous met en charge pour les prochains blocs de valider le système. Donc tous ces systèmes là en fait ils aboutissent, ils peuvent faire le consensus de la blockchain. Et c'est absolument pas en fait dans l'ADN de la blockchain elle n'est pas par essence énergivore, c'est simplement l'algorithme de consensus qui la rend dans le cas de Bitcoin énergivore. Alors quelles utilisations maintenant? Je vais vous donner l'exemple de Bitland qui a été créé en fait par une ONG au Ghana. C'est une ONG en fait qui va se charger d'émettre des titres de certifier des titres de propriété dans un pays qui a vu passer des gouvernements instables et qui a pas forcément un cadastre immobilier très sûr, et puis qui peut en fait être modifié un peu au bon vouloir de chacun par de la corruption, etc. Donc voilà, cette ONG elle a mis en place cette blockchain qui en l'occurrence ne parle pas d'argent, qui parle de certification de titre de propriété. Donc on en revient pareil à l'unicité numérique qui est voilà, on prouve bien que cette parcelle de terre, ce fermé-là, elle lui appartient. On a une plateforme qui s'appelle Steemit. Alors je pense que vous êtes... je me demande même si quelqu'un connaît cette plateforme dans la salle. C'est une plateforme un peu comme Medium. Medium, je pense que beaucoup plus d'entre vous connaissent, qui est une plateforme de blogging. Steemit va permettre d'héberger du contenu que vous aurez créé, et en fonction de sa qualité, en fonction de l'audience que vous en retirez, vous serez directement intéressé pour être rémunéré par ceux qui mettent un like, par ceux qui mettent un commentaire, par ceux qui s'y intéressent, qui s'intéressent à votre contenu. Donc plus vous êtes participant
à la plateforme, plus vous soumettez des articles, plus vous y êtes intéressé. Des exemples, il y en a plein d'autres. On peut imaginer un Blablacar sans Blablacar. Donc aujourd'hui, Blablacar, il a le monopole du marché, il se gave comme pas possible avec des frais complètement délirants. On peut tout à fait imaginer une blockchain qui met directement des utilisateurs en relation et qui va permettre de déclencher qui va permettre de déclencher des indemnisations sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire Blablacar. De la même manière, un Spotify sans Spotify, aujourd'hui quand un artiste publie de la musique sur Spotify, il est rémunéré au nombre d'écoutes, mais il est rémunéré plusieurs... je ne connais pas, je suis pas artiste, donc je ne connais pas exactement combien de temps il est rémunéré, mais c'est pas immédiat. On est capable aujourd'hui de faire une blockchain qui permettrait de rémunérer directement un artiste à chaque écoute. Et ça a cette particularité que la blockchain, elle est ouverte à tous. C'est un algorithme qui est ouvert à tous. N'importe qui peut y contribuer. Et donc en fait, c'est nous-mêmes qui décidons les règles que l'on a envie d'appliquer. J'ai envie de vous donner un dernier exemple. Donc comme je le disais, en fait, c'est tous ces cas d'usage, ils ouvrent la voie à l'auto-organisation. On utilise un algorithme à la place au lieu de faire appel à un tiers de confiance en qui on remet en fait nos droits. L'algorithme qu'on utilise, c'est un bien qui est commun, qui appartient à tout le monde. Et c'est nous-mêmes qui décidons de la façon dont on a envie de fonctionner. Donc pour ça, j'ai envie de vous montrer une vidéo. Hop. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à l'Assemblée nationale. Ça s'est passé il y a un mois. Et je vous laisse regarder. Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Adopté, j'ai regardé évidemment. Non. Je mets aux voix. Comment? Celui-là, là? Non, mais écoutez, c'est adopté. Il y a une série d'amendements identiques, Monsieur Breton. Ah non, écoutez, mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement est adopté, il a été adopté. Voilà. Pourquoi vous contestez? Si je vous dis qu'il a été adopté, il a été adopté. Fin de la discussion. Typiquement, ce genre de cas, on pourrait, avec la blockchain, décider de s'auto-organiser autrement, et c'est la démocratie, les principes de gouvernance, en fait, ils sont au cœur du principe de fonctionnement de la blockchain. Donc pour conclure, j'aimerais vraiment appuyer sur le fait que le Bitcoin, ça utilise la technologie blockchain, mais la blockchain, c'est absolument pas le Bitcoin. Et que sa consommation énergétique, comme j'ai essayé de vous le montrer, c'est absolument pas inscrit dans l'essence de la blockchain, c'est inscrit dans l'utilisation de l'algorithme de la preuve de travail. À l'instar d'Internet, la blockchain, ça a vraiment le potentiel de radicalement transformer nos modes d'organisation et nos sociétés. Ce sera très probablement l'infrastructure des échanges de demain. Vraiment, tous ceux qui s'y intéressent y voient un potentiel incroyable, et quand on parle de révolution, ça va vraiment changer nos façons d'échanger à la manière d'Internet. Et la blockchain, elle trouve sa source dans l'idéal d'une gouvernance décentralisée, où chaque utilisateur agit de concert avec les autres sur un algorithme qui est ouvert à tous, qui est transparent et qui n'a pas de projet caché. Voilà, je vous remercie. Je vous donne quelques sources. Donc ma conférence, la présentation sera en libre accès.
voilà, quelques autres conférences et d'autres documents que j'ai pu utiliser pour préparer la présentation.